Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager sur ce thème d'actualité, et à savoir l'entrepreneuriat de manière générale. On va avoir l'opportunité d'échanger sur la question, de prendre des repères et d'aller ensemble vers de nouvelles dynamiques. Alors, l'entrepreneuriat est une question, un volet très important pour moi parce que tout simplement, c'est le cœur, l'esprit, le quotidien qui vacille entre l'entrepreneuriat, le leadership et le développement personnel ramené à la dimension des porteurs de projets. Donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour démarrer cette quinzaine de l'entrepreneuriat africain. Alors, non seulement pour lancer la première journée, on va dire la première séance ou leadership talk, et de devoir partager avec vous sur mon cœur de métier. Alors, je salue tout le monde, j'invite tout le monde à l'écoute active et attentive. On va partager. Merci Babacar, un plaisir, Babacar Sen. Merci, un plaisir de vous lire, mon cher ami. Entreprenant, très entreprenant aussi, il faut le dire. Alors, mes salutations et mes respects. Alors, aujourd'hui, on va traverser l'entrepreneuriat et parler un peu des acteurs et également des difficultés qu'ils rencontrent et des solutions qu'on préconise en tant qu'acteur. Bonjour, Moudjaba Khan. Mes salutations, merci beaucoup, merci mon cher. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, déjà d'emblée, pour camper le débat, en fait, nous sommes dans des pays avec un tissu économique faible, quand je parle de l'Afrique. Généralement, sauf ce qu'on peut appeler les géants d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria qui est en train de prendre des bons en avant sur l'Afrique du Sud. Alors, aussi d'autres exemples de pays qui font bouger les lignes, tels que le Kenya et le Ghana, en termes d'entrepreneuriat, en termes de dynamique économique. Alors, merci Lalita Sall, merci beaucoup. Mes salutations également. Baye Fallou, bonjour, Nya. Je suis très content de vous lire. Alors, nous sommes dans des pays où le tissu économique est naturellement faible. Je dis généralement, je dois dire, généralement faible. Alors, les agrégats économiques ne nous donnent pas forcément l'opportunité de bénéficier d'un emploi salarié, mais également il y a d'autres réalités, à savoir une pauvreté grandissante des jeunes, également ce qu'on peut appeler également la loisiveté et les difficultés d'accès à l'emploi de manière générale, des balances commerciales qui sont déficitaires, des dynamiques d'emploi pour promouvoir l'emploi qui sont en déphasage par rapport à nos réalités socioculturelles, comme les programmes d'ajustement structurel qu'on nous avait imposés à l'époque et qui sont en déphasage par rapport à nos besoins, nos réalités socioculturelles, etc. On va revenir sur ça. Ce qu'il convient de retenir, c'est qu'en fait, les logiques économiques président en faveur de l'impératif entrepreneurial dans nos pays en Afrique. Non seulement
les logiques économiques président en faveur de l'impératif entrepreneurial et forcément du travail indépendant et de la création d'entreprises au niveau local. Ça dit tout simplement que tous ceux qui sortent des écoles de formation, des universités généralement, alors ne trouvent pas une offre au niveau des capitaines d'industrie, des employeurs, on va dire. Alors, ce qui revient à dire qu'en fait, cette manne ou cette masse d'individus qui sortent diplômés des écoles de formation ou des universités, que ce soit publiques ou privées, a du mal à s'insérer dans le tissu économique. Autrement dit, à trouver un emploi salarié. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, généralement aussi, il faut le dire, nous sommes en Afrique. Alors, les besoins des capitaines d'industrie ou des employeurs en termes de connaissances, surtout de compétences, ne trouvent pas des répondants par rapport au niveau des écoles de formation et des universités. Ce qui fait qu'à un certain moment, beaucoup d'individus ont du mal à trouver un emploi, bien que diplômés, mais dans des secteurs où c'est saturé. Généralement, le secteur tertiaire. Alors, à un certain moment, face à la nécessité de trouver un emploi, de s'insérer dans le tissu économique et de favoriser son émancipation sociale, les individus ont besoin de trouver des alternatives, en tout cas des solutions, pour faire preuve de résilience face à cette donne, qui ne leur donne pas l'opportunité justement de s'insérer dans le tissu économique, de vivre dignement, de retrouver leur dignité en se prenant en charge. Alors, c'est en ce moment que l'impératif entrepreneurial s'impose, parce que les logiques économiques ne présentent que l'impératif entrepreneurial, le travail indépendant et la création d'entreprises. Alors, beaucoup de porteurs de projets errent. Ils sont parfois dans les nuages, parce que tout simplement, il y a une donne que l'on ne maîtrise pas et qu'on oublie parfois qu'on néglige. Cette donne, c'est qu'en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, il faut l'aborder sous deux angles. Le premier angle, c'est le service non financier. Le second angle, c'est le service financier. Alors, c'est hyper important pour nous de comprendre que le service financier a son importance capitale quand on parle d'entrepreneuriat. Le service non financier accompagne l'entrepreneur ou le porteur de projet vers la matérialisation de son rêve. Alors, le service non financier, généralement, est négligé et méconnu parfois. L'on est pressé d'avoir un financement, disons les moyens pour démarrer sa structure. Alors que la gestion de la plupart des entreprises nécessite un ensemble de compétences génériques. C'est là où je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'un individu ne peut pas être compétent partout. Je suis d'accord, ok, mais il faut ajouter qu'un individu peut avoir des compétences transversales. Disons des compétences génériques pour pouvoir gérer son business. Donc, il est avéré que la gestion de la plupart des entreprises nécessite un ensemble de compétences génériques.
à savoir, entre autres, l'établissement d'un plan d'entreprise, la tenue de la comptabilité, la gestion de la trésorerie, mais également connaître un peu le marketing mix, les stratégies de pénétration du produit de lancement, les priorités en entreprise, avoir un tableau de bord, etc., etc. Donc, la gestion de la plupart des entreprises nécessite des compétences génériques. Et ça, c'est en amont, avant même de parler de financement. Non seulement en amont, il faut recevoir ce service non financier, mais au-delà de ça, dans la période de déroulement du projet, il faut forcément qu'il y ait cet accompagnement, ce service non financier. Alors, d'abord, le service non financier, avant de parler de services financiers. On va revenir sur le service financier et ses tares, ses difficultés, ses blocages, on va dire. Alors, je prends l'exemple du Sénégal. D'abord, la réalité sur le terrain, les faits. En effet, le pays de la Teranga, les problèmes ne manquent pas en termes d'entrepreneuriat. Alors que l'entrepreneuriat doit relever le défi du sous-emploi, du chômage qui pèse fortement sur l'ensemble de la société et qui constitue ensemble un phénomène qui frappe officiellement 4/5 des jeunes Sénégalais, malheureusement qui pousse certains à l'exil des talents, surtout les mieux formés. En l'absence de débouchés, bien sûr, d'emplois salariés. Tout de même, au Sénégal, ce que nous pouvons remarquer, c'est que l'écosystème entrepreneurial est en pleine expansion. On peut constater que depuis plusieurs années, l'esprit entrepreneurial renaît au Sénégal, renaît de ses cendres. Nous avons pu le constater lors de certaines dynamiques Alors, Dakar est ainsi officiellement la première capitale francophone à organiser des start-up week-ends à partir de 2012, permettant à des centaines de jeunes Sénégalais de découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique et les incitant à créer leurs propres entreprises. Hormis ces dynamiques, il y a beaucoup de dynamiques que l'on voit naturellement sur les réseaux sociaux avec, disons, le digital, les boutiques en ligne, les prestations de services, etc. L'écosystème entrepreneurial est en pleine expansion, avec de nouvelles dynamiques, de nouvelles, disons, orientations. N'en déplaise, quand même, il faut constater et remarquer qu'il y a énormément de problèmes à régler. Alors, une lecture aussi de l'écosystème entrepreneurial. L'entrepreneuriat féminin prend du galon. Effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ces femmes sont devenues le moteur du développement socio-économique. Et quand on parle de dynamique entrepreneuriale au féminin, il faut comprendre qu'il y a les groupements de femmes traditionnels, les GIE, groupements d'intérêt économique qui prolifèrent, qui excellent dans les zones reculées du Sénégal, dans les collectivités locales.
et qui ont beaucoup plus besoin de services non financiers, plus que les autres. Quand je parle des autres, ce sont les femmes qui sont diplômées, qui reviennent d'ailleurs, qui ont été à un certain moment exilées ailleurs et qui reviennent pour entreprendre. Soit parce que les opportunités présentent la nécessité de mettre sur pied une structure, une dynamique, ou bien par amour. Mais généralement, quand on parle d'entrepreneuriat au féminin, c'est beaucoup plus dans les zones rurales, les collectivités locales, avec les groupements d'intérêt économique des femmes. Malheureusement, ces femmes, avec généralement un niveau d'études un peu relativement bas, même s'il faut constater de nos jours, de plus en plus, il y a des bac plus 2, jusqu'à bac plus 6 même, ça commence à changer un peu la donne, avec leurs enfants qui sont diplômés et qui reviennent dans le terroir et qui aident, disons, à rehausser un peu la tendance. Alors, donc, l'entrepreneuriat femme a une nouvelle dynamique, s'exerce. Alors, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, cette dynamique entrepreneuriale au féminin a besoin de services non financiers. Et de services financiers, bien sûr. On aura l'occasion de revenir sur ça. Selon un rapport du Global Entrepreneurship Monitor, le pays de la Teranga, le Sénégal, occupe la première place parmi les États d'Afrique subsaharienne dans la création d'entreprises par des femmes. Donc, une preuve de la marge de progression de la jeune féminine sénégalaise dans le secteur d'activité entrepreneuriale. Et si on fait attention, 62,9% des femmes ont créé une entreprise parce qu'elles profitent de l'opportunité plutôt que par nécessité. Donc, il y a le flair. J'ai l'habitude de le dire, les femmes au Sénégal ont ce flair, cette capacité de capter des opportunités. Alors, il y a aussi que ce secteur est marqué par l'apparition de réseaux et de soutien mutuel qui a eu des effets positifs dans ce secteur. Alors, beaucoup de jeunes porteurs de projets dans ce pays ont parfois des idées de projets merveilleuses. Et qui nécessitent un accompagnement, aussi bien services non financiers que services financiers. Et qui trouvent parfois des éléments de réponse, on va revenir sur ça avec les agences étatiques, mais également dans les banques et services, établissements et services financiers. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en fait, 97%, 407%, « 407 000 entreprises, du moins, qui sont recensées au Sénégal, 97% sont des PME-PMI, avec un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 milliards de francs CFA. D'après l'Agence de développement, développement et d'encadrement des PME et PMI à des PME. Donc, au Sénégal, nous assistons à la création de 407 000 entreprises. Mais les 97% sont des PME-PMI.
ce qui revient à dire qu'en fait, ça bouillonne, ça bouge au niveau des PME, PMI, ça bouillonne, ça bouge au niveau des PME, PMI. Mais ce qu'il faut reconnaître et ce qu'il faut comprendre et accepter, c'est qu'en fait, sur les 97% que constituent les 407 000 entreprises au Sénégal qui naissent, et 97%, beaucoup ne vont pas malheureusement survivre, pour quelque raison que ce soit. Alors, pourquoi? Parce que les logiques d'action des pouvoirs publics, qui sont nombreuses, ne sont pas malheureusement toutes valables. Alors, dès lors, il convient de retenir que ces logiques ont besoin d'importants arbitrages qui sont inévitables dans le choix des orientations. Donc, les logiques sont nombreuses, mais ne sont pas valables, avec d'importants arbitrages qui sont inévitables dans le choix des orientations. Disons, dans l'accompagnement, pour être plus clair. Alors, les décideurs sont d'évidence confrontés à un certain nombre de choix stratégiques importants. Alors, face à ce choix de stratégie importante, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, bien souvent, les acteurs des agences étatiques sont constitués d'individus très bien formés, avec de réelles compétences, de bons profils, dans de grandes universités et écoles, mais malheureusement qui n'ont pas un vécu entrepreneurial, qui ne sont pas habitués au terrain. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ils ont de bons profils, des connaissances et des compétences, mais malheureusement, ils n'ont pas un vécu entrepreneurial. Ils ne maîtrisent pas le terrain. Ils vont devoir se chercher pendant 3-5 ans. Toutes leurs orientations, tous leurs choix stratégiques reposent généralement sur des prévisions calquées ailleurs et qui sont en déphasage par rapport à nos réalités socioculturelles, à nos besoins. Et malheureusement, une plus grande manne de cette dynamique de ces agences partent dans les salaires, les avantages, les traitements, les émoluments, également les séminaires qui n'ont pas un réel impact sur nos cibles. Donc, les décideurs sont d'évidence confrontés à un certain nombre de choix stratégiques importants. Alors, prenons l'exemple de la plus grande contribution à la création d'emplois, à savoir les entrepreneurs qui ont le plus forte probabilité de réussite. On peut influer sur la possibilité de démultiplication de création d'entreprises. Autrement, je soulignais tout à l'heure que nos décideurs, sont d'évidence confrontés à un certain nombre de choix stratégiques importants. Il semble opportun de privilégier la création d'emplois en appuyant les entrepreneurs qui ont les plus fortes probabilités de réussite. C'est une discrimination positive. Alors, on pourrait aussi favoriser l'effet d'aubaine en favorisant l'entrepreneuriat parmi les chômeurs, les victimes du sous-emploi et les groupes à faible revenu. Il faut dire que les chômeurs, les victimes du sous-emploi et les groupes à faible revenu
c'est quand même trop sensible et parfois, malheureusement, nos États veulent en faire un vivier électoral. Disons une force électorale. Donc, face à cette sensibilité et cette dynamique d'en faire une force électorale, alors la sensibilité de cette frange de la société amène à prendre des choix, des orientations qui ne sont pas forcément les meilleurs, les plus impactants pour la communauté. Il faut dire aussi que, en favorisant l'entrepreneuriat parmi les chômeurs, les victimes du sous-emploi et les groupes à faible revenu, en s'orientant sur cette cible, l'inconvénient, c'est que généralement les taux d'éviction des entreprises seront plus élevés et les créations d'emplois limitées. Mais tout de même, généralement, nos décideurs s'orientent vers cette cible, les chômeurs, les victimes du sous-emploi et les groupes à faible revenu. Pourquoi? Par nécessité d'entretenir une certaine forme, un électorat, on va dire une base politique. Généralement, les choix stratégiques se ruent vers cette cible, à savoir les victimes du sous-emploi, les groupes à faible revenu, les chômeurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a une sensibilité, il y a un devoir humain de leur venir en aide, de leur tendre la perche, de leur donner l'opportunité de promouvoir leur émancipation sociale. Mais l'inconvénient d'une telle orientation, généralement, provoque des taux d'éviction au niveau des entreprises. Des taux qui sont de plus en plus élevés. Mais également, en s'orientant vers cette cible, en privilégiant cette cible, les possibilités de création d'emplois sont limitées. Alors, dès lors, il se trouve un dilemme. Le dilemme, ce n'est rien d'autre que l'arbitrage à faire entre les effets d'aubaine et la réussite des entreprises et surtout la possibilité de création d'entreprises. Donc, autant s'orienter sur les entreprises qui ont les idées, les porteurs de projets qui ont la possibilité de réussite et de création d'emplois, de possibilité de démultiplication de création d'emplois, autant s'orienter sur ces dynamiques, ces projets, ces porteurs de projets ou ces entrepreneurs, autant s'orienter que de s'orienter forcément sur les chômeurs, les victimes du sous-emploi et les groupes à faible revenu, qui sont généralement manipulés, utilisés à des fins électorales. Avec un impact moins important, avec des créations d'emplois limitées comme résultat. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'arbitrage à faire entre les effets d'aubaine et la réussite des entreprises s'avère indispensable. C'est une question d'équité et d'emploi. Un choix parfois difficile à faire au regard de la sensibilité de la gestion des groupes vulnérables. Mais il y a ce qu'on appelle les principes de gestion qui sont sacrés. Alors, je reviens sur les orientations stratégiques des décideurs qui doivent être guidées par uniquement la nécessité de provoquer des changements positifs. Donc, la possibilité, la démultiplication de possibilités de création d'entreprises, à savoir en accompagnant beaucoup plus les entreprises qui ont, disons, beaucoup plus de chances de réussite et de création d'emplois. Donc, partant de ce constat, il y a nécessité d'adapter les services généraux de soutien aux besoins réels de groupes cibles
Ah oui, il y a nécessité d'adapter les services généraux de soutien aux besoins réels des groupes cibles. Et les décideurs, je parle des agences étatiques, ont l'obligation de s'orienter, de s'adapter, mais aussi de faire des choix stratégiques en fonction de la possibilité de création d'emplois et de résoudre ce problème, au lieu de s'orienter vers une dynamique politique, l'électorat. Alors, en termes de choix d'orientation, de stratégie, alors, les solutions possibles. Je préconise une démarche pour réduire la difficulté. Cette démarche consiste à identifier et abaisser les obstacles à l'entrepreneuriat. Et les obstacles surtout qui n'ont pas un rapport systématique avec la viabilité de l'entreprise. Prenons l'exemple de la discrimination en fonction de la race et du sexe. Par ailleurs, plutôt que de s'orienter sur les séminaires, les podiums, les voyages, etc., centrer l'action de l'autorité ou des agences étatiques sur les obstacles qui ne nécessitent pas une faible probabilité de réussite. Comme l'absence d'antécédents adéquats en matière de crédit. Alors, la remarque importante, c'est que ces démarches ou actions pourraient favoriser l'accès des personnes de projets qui ont, disons, un caractère viable. Quand ces projets ont un caractère viable, nécessairement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une démultiplication de possibilités de création d'entreprises, d'emplois directs et indirects, aussi bien d'emplois directs et indirects. Donc, il faut réorienter ces actions. Alors, ce qu'il convient de retenir, c'est qu'en fait, les choix stratégiques des autorités doivent changer de paradigme, de dynamique. On doit aller vers d'autres orientations en tenant compte de ce que je viens de dire. Les idées, les entreprises ou les structures ou les entrepreneurs qui ont beaucoup plus de possibilités de création d'emplois, beaucoup plus de réussite, que forcément de s'attarder sur les victimes du sous-emploi, les groupes à faible revenu, les chômeurs, et en faire une sorte de clientélisme politique. Alors, si on veut bien faire, on doit faire la part des choses, en épousant les principes de gestion, mais les réalités du terrain. Mais également, ceux qui sont dans ce secteur et qui ont un bon profil, de réelles compétences en gestion, en statistique, en analyse, etc., doivent forcément s'associer avec des acteurs de terrain qui connaissent réellement ce milieu et qui peuvent influer fortement et positivement. Alors, parlant de connaissance de ce milieu, généralement, les porteurs de projets et les entrepreneurs, de manière générale, en Afrique et particulièrement au Sénégal, ont un problème. Le besoin, c'est quoi? C'est qu'ils ont besoin d'un service financier aussi. Je parlais tout à l'heure des services non financiers, formation, coaching, accompagnement, comptabilité, marketing mix, stratégie de lancement du produit, etc. Accompagnement, tenue comptabilité en rapport avec l'OADA, en rapport avec le SUSCOA, etc. Les recommandations du SUSCOA, de l'OADA, etc., etc.
ils ont besoin de cet apport de services non financiers, mais ils ont besoin aussi de ce service financier aussi. Généralement, se présente l'État avec ses agents pour accompagner. Mais il y a aussi les banques traditionnelles avec le contingentement, le mécanisme qui frise un peu la barrière d'injure, la barrière d'injustice. Les banques et établissements financiers, les institutions de microfinance, s'appuient généralement sur des logiques qui sont en déphasage par rapport aux besoins réels de ces porteurs de projets, de ces entrepreneurs. Mais surtout, créent des blocages quand ces derniers sont à la quête d'un financement. Et les blocages, généralement, c'est l'hypothèque de premier rang, nantissement du droit au bail, nantissement des peines de soins, autres garanties, carte grise, etc. Et dites-moi, quelqu'un qui est à la recherche de son bonheur, de son émancipation sociale, qui est à la recherche d'argent et qui se cherche, comment pourrait-il apporter ces garanties? Un titre foncier, hypothèque de premier rang, nantissement du droit au bail, les bails amphithéotiques de 99 ans ou, comment on appelle ça, carte grise, sa voiture. Il n'a pas tous ses biens. Ça veut dire que c'est des barrières d'injure, c'est des barrières d'injustice. Nos banques ont une manne financière assez importante, mais ne veulent pas accompagner. International, il y a ce qu'on appelle le risque économique catastrophique et de non-transfert qu'il faut évacuer. Certes, je suis d'accord, l'État n'a pas le droit d'avoir une mainmise sur ces banques. D'ailleurs, c'est très difficile, il faut le reconnaître, mais l'État a l'obligation. Comme j'ai dit, l'État ne crée pas d'emploi, mais crée les mécanismes, accompagne vers, disons, ces possibilités de création d'emplois. Donc l'État a la nécessité, l'impérieuse nécessité de les amener de paradigme, de façon de faire, de façon à enlever ces contingentements. Donc ces banques ne concourent pas à la stimulation de la créativité, de l'innovation, de possibilités de création d'emplois, de possibilités de création d'entreprises, qui favorisent justement la création d'emplois. Donc ces banques ne concourent pas à cette dynamique. Forcément, il faut revoir cette donne. Par ailleurs, toutes les agences étatiques qui concourent à accompagner les porteurs de projets entrepreneurs doivent enlever forcément cette étiquette de politique politicienne. Il le faut pour une Afrique émergente. Donc, tendre la perche à tout le monde, donner la chance à tout le monde. Ailleurs, dans d'autres pays développés, je n'ai pas cité, mais je connais, en connaissance de cause, je suis dans le secteur depuis une dizaine d'années, voire même 15-16 ans. Alors, dans d'autres pays, on fait tout pour promouvoir le prêt d'honneur. Et lorsque ça ne marche pas, on vous donne une seconde chance. Justement, il y a les fonds perdus qui peuvent permettre d'accéder aux services financiers, mais qui sont méconnus parfois au niveau de la majorité des jeunes, des porteurs de projets et des entrepreneurs. Donc, à part les structures étatiques, les banques et établissements financiers, il y a les fonds perdus.
et quelques concours parfois organisés par des entreprises ou multinationales. Justement, c'est l'occasion, encore une fois, j'avais fait le plaidoyer en 2012-2013. J'ai demandé que les multinationales, les entreprises qui font de réels bénéfices, des bénéfices vraiment conséquents, puissent accompagner les dynamiques des porteurs de projets. En prenant, par exemple, 200 millions, 500 millions, les entreprises qui font énormément de milliards de bénéfices, qui prennent 200 ou 500 millions, c'est comme rien. C'est comme une goutte d'eau dans la mer pour accompagner des dynamiques entrepreneuriales et les financer sans contrepartie. Juste que le projet soit viable, innovant. Justement, c'est possible, j'en suis convaincu. Et si on prenait chaque personne, on lui donnait 5 millions, j'en suis convaincu, avec l'accompagnement du service non financier, ils pourront faire des merveilles. Alors, donc ainsi se présente l'entrepreneuriat en Afrique, partant du cas du Sénégal. Il m'a été donné de constater, il y a 2-3 ans derrière, voire 4 ans, que la Côte d'Ivoire avait à un certain moment compris les enjeux et qu'elle a été amenée à éponger toutes les dettes fiscales des entreprises qui évoluent dans l'informel, de manière à leur donner la possibilité de se formaliser et d'avoir accès au marché de l'État. Disons, enlever les barrières, parce que vous savez que les barrières pour les marchés de l'État, il faut produire un état financier en bonne et due forme, il faut une entreprise légalement constituée, il faut des états financiers chaque année, il faut payer le fisc, avoir le quitus fiscal, etc. Donc, être une entreprise en bonne et due forme. L'entreprise, l'État ivoirien a compris qu'il y a un manque à gagner et j'ai fait le plaidoyer bien avant et il m'a été donné de constater qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont pris les mesures, et de bonnes mesures, des mesures salutaires, à savoir éponger, leur permettre de ne pas payer cette dette fiscale tout en les invitant à se régulariser, avoir le statut juridique et à établir des états financiers en bonne et due forme et payer carrément, disons, tout bonnement l'impôt, l'IS, les TVA, taxes, etc., tout ce qui s'ensuit. Alors, cette même dynamique pourrait permettre à un pays, par exemple, comme le Sénégal, de recouvrer une manne financière importante. Quand on parle d'impôts, on parle de droits éludés et de droits compromis. On parle aussi des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Beaucoup d'entreprises, connaissant un peu les failles du système, évoluent dans l'informel et il y a un manque à gagner énormément important, considérable pour nos États. Donc, il va falloir éponger, les amener à comprendre qu'ils n'ont plus d'impôts à payer, mais qu'ils doivent se régulariser, qu'ils doivent régulariser leur entreprise plutôt et être dans l'optique de la tenue de comptabilité en rapport avec le SYSCOA, le système comptable ouest africain, en rapport avec aussi être légalement constitué en rapport avec l'OHADA, l'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires.
qui soient légalement constitués et qui payent l'impôt, qu'ils aient un quitus fiscal, qui fassent les états financiers et qui soient en règle avec l'administration fiscale. De pouvoir concourir à participer aux appels d'offres de l'État et ainsi avoir la possibilité de grandir. Non seulement on leur donne l'opportunité de grandir, de tendre vers l'international, d'avoir encore de l'appétit, d'avoir cette possibilité de création d'emplois, mais également l'État va en tirer profit en renflouant ses caisses. Mais également, vous savez que l'impôt, c'est pour les routes, les hôpitaux, etc., les écoles, donc il y a forcément un coût à jouer. Mais vous savez que la plupart des entreprises, qu'on parle de PME, PMI, c'est des entreprises informelles ou entreprises forcées, même individuelles, carrément informelles. Quand je dis individuel, avec un linéaire rigide de commerce, mais avec une démarche carrément informelle. Donc, il y a nécessité d'assainir ce secteur. Et les agences étatiques, au-delà de l'accompagnement des porteurs de projets, doivent aller vers cette dynamique. Doivent travailler pour cette dynamique. Comme je le disais, souligné tout à l'heure, l'entrepreneuriat au Sénégal, on peut parler de plusieurs dynamiques de stratégie par les décideurs, les autorités étatiques, les agences, mais il y a énormément de problèmes à régler. Énormément de points à débattre. À savoir les choix stratégiques, je l'ai dit tout à l'heure. À savoir aussi les difficultés d'accès au financement. À savoir les services non financiers qu'il faut promouvoir et pérenniser dans l'espace et le temps, non seulement en amont, mais en aval aussi, pour faire le suivi de la performance économique de ces entreprises, donc les services financiers, mais également enlever les barrières, les contingentements des banques, des établissements financiers et des agences étatiques qui parfois ont une mission, cette sacerdoce de servir la communauté, mais qui en fait parfois pour plaire à l'autorité, disons dans sa démarche, dans sa façon de faire, dans sa gestion globale, alors s'appuie sur le clientélisme politique. Alors, autrement aussi, il faut aller vers ces entreprises informelles, leur demander, les inviter à se formaliser, sans contrainte, de manière à les contrôler et bénéficier de cet impôt perdu. Pourvu que l'impôt ne connaît pas ce qu'on appelle l'effet redistributif pervers de l'impôt. C'est important aussi. Donc, il y a possibilité de renflouer les caisses de l'État à partir de ce moment. Il y a possibilité de création d'emplois. Au Sénégal, une personne qui travaille nourrit 10 à 12, voire 15 personnes. Ce sont les études qui parlent. Donc, ce qui revient à dire que la possibilité, la démultiplication de possibilités d'emploi parvient à lutter contre la pauvreté. Va jouer sur le pouvoir d'achat et la stabilité sociale. Donc, vivement cette création, cette possibilité de démultiplication. Alors, l'entrepreneuriat en Afrique, je parlais de stratégie généralement, pas forcément les forums salons ont influé sur cette dynamique, parce que tout simplement, entre faire et agir, il y a une différence. Tenir des salons et des forums, parfois, qui n'ont pas un réel impact, qui ont beaucoup plus pour dynamique de capter des partenaires, ça n'a aucun sens, à mon humble avis. Donc, il faut aller vers, disons, cette réelle volonté, cette nécessité et cette envie, tout en posant des actes concrets,
de faire changer les choses, de jouer sur les choses. Alors, pour provoquer ce changement positif, cet impact social positif. Alors, justement, ce changement de paradigme s'impose. De choix stratégiques s'imposent. Nous ne devons pas perdre de vue que nous devons être animés par une ferme volonté de servir la communauté. Parce que servir la communauté constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Et tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous posons comme stratégie, tout ce que nous posons comme dynamique, tout ce que nous posons comme action doit être guidé par l'envie de provoquer des changements positifs au niveau de la communauté. Mais pas pour des fins personnelles ou des fins de calcul tactique politicienne. Alors, donc, il faut changer la donne, éponger les dettes fiscales, amener les entreprises, les PME, PMI à, disons, payer l'impôt, amener ceux qui sont dans l'informel à se formaliser, tendre la perche aux entreprises qui naissent et qui meurent rapidement, etc., pour pouvoir, disons, accélérer les possibilités de développement, du développement socio-économique, de développement endogène. Alors, chers décideurs, c'est l'occasion de faire un plaidoyer à travers toute l'Afrique, l'Union africaine, etc., que ça soit l'Afrique noire, le Maghreb, etc., alors, je vous demande, s'il vous plaît, de réorienter vos choix stratégiques, de tendre la main aux acteurs sur le terrain, de les écouter et d'aller vers, disons, ce développement socio-économique tant souhaité en favorisant la création, la possibilité de démultiplication d'entreprises. Alors, l'entrepreneuriat aussi, c'est un choix, parfois, en dehors du flair ou des opportunités. Bien souvent, c'est un choix. Parfois, c'est l'impératif entrepreneurial. On n'a plus le choix, on est obligé d'entreprendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette dimension sociale en créant des emplois qui vont jouer sur les ménages, le pouvoir d'achat des ménages et lutter par ricochet contre la pauvreté. Donc, il y a nécessité de revoir les choix stratégiques, de réorienter nos choix ou nos politiques au niveau des décideurs. J'ai l'habitude de dire, autant on va injecter des milliards, sans politique, sans bonne stratégie, sans bonne dynamique, alors c'est comme rien. C'est comme jeter de l'eau à la mer. Alors, justement, il faut revoir les choses et surtout arrêter, disons, les contingentements. Alors, chers entrepreneurs, aussi les acteurs que vous êtes, je sais que vous avez besoin d'être motivés. Mais sachez que votre bébé, à savoir votre entreprise, personne ne prendra soin aussi bien et mieux que vous, ce bébé. Donc, c'est à vous de prendre soin de votre bébé. Sachez que quand vous avez une idée de projet et que vous voulez mettre sur pied ce projet,
généralement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individus qui attendent les idées ingénieuses des uns et des autres pour mettre de l'argent. Mais si vous n'en parlez pas, c'est comme zéro aussi. Alors, allez-y vers les personnes qui ont de l'expérience dans votre secteur d'activité ou dans l'entrepreneuriat, sur la base d'une association rationnelle, essayez de provoquer ce changement positif, c'est-à-dire la matérialisation de votre rêve. Mais ne vous limitez pas à ça. Quand vous avez un projet dans cette Afrique avec ces barrières, alors ces barrières, vous allez avoir un état d'esprit béton permanent, béton armé, un état d'esprit fort, positif, déterminant, pour pouvoir réussir. Parlant d'état d'esprit béton armé, béton permanent, ça ne s'achète pas, c'est un état d'esprit. Dans la vie, tout est psychologique. Il faut avoir ce positivisme et l'esprit zen face aux difficultés. Vous n'allez pas me dire que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat tout en vous disant que vous ne serez jamais face à des difficultés. Non, vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat dans ce cas. Vous êtes dans votre piscine. Même dans votre piscine, il peut y avoir des difficultés. Alors, chers entrepreneurs, vous avez besoin de cet état d'esprit béton armé, béton permanent, de ce positivisme pour affronter les réalités. Et surtout, arrêtez de trouver des boucs émissaires face aux obstacles. Allez-y. Ne pleurez pas, ne vous lamentez pas sur votre sort. Trouvez des solutions. Et surtout, sachez qu'une entreprise, c'est une solutionneuse. Ce n'est pas parce que vous avez créé une entreprise que les gens ont pitié de vous, ils vont adhérer à vos services, vous donner de l'argent, acheter vos services. Non! Une entreprise, c'est une solutionneuse. Donc, face aux difficultés, trouvez des solutions. Trouvez des solutions, arrêtez de pleurer sur votre sort. Vous allez perdre du temps, de l'énergie et des possibilités de vous en sortir. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de pleurer sur votre sort. Allez-y, posez des actes. Tapez toutes les portes. Solutionnez. Parce qu'une entreprise... Aujourd'hui, je donne l'exemple de quelqu'un qui a son diplôme et qui crée une entreprise de vente de papier RAM, d'imprimantes, etc., de consommables informatiques, qui va voir Orange pour lui demander de travailler, d'être fournisseur. Orange n'a pas besoin de ça. Orange a depuis des années un fournisseur qui fait l'affaire. Par contre, si vous venez, vous associez, même si vous n'avez pas les compétences, vous associez avec quelqu'un qui a les compétences en sécurité informatique, vous lui proposez des solutions contre les pirates. Alors là, c'est une solution. Orange va adhérer à votre produit et vous allez exister en tant qu'entreprise. Donc, une entreprise, c'est une solutionneuse. Essayez de trouver vous-même des solutions face aux obstacles pour matérialiser vos projets. Alors, il est bien possible de partir de zéro. Il est bien possible de partir de zéro. Donc, essayez d'être des solutionneuses. Alors, arrêtez de pleurer sur votre sort, trouvez des stratégies, battez-vous pour votre rêve, pour matérialiser votre rêve. Personne ne doit vous ôter votre rêve. En passant par les difficultés, par les personnes qu'on appelle les feux rouges, les voyants d'alarme. Les feux rouges, les voyants d'alarme, c'est les personnes qui n'essaient pas, qui ne vont jamais poser des actes, mais qui vont essayer de vous en empêcher en vous disant des choses, en vous inoculant le virus négatif. Il faut refuser le statu quo. Chers entrepreneurs, ne soyez pas pressés de gagner de l'argent. Laissez le temps venir. Faites ce que vous avez à faire. Chers entrepreneurs, ne confondez pas
Premier marché et réussite sociale. C'est très important. Beaucoup d'entrepreneurs ont un premier marché et ils pensent qu'ils ont réussi dans la vie.